Merci d'être resté avec nous. Un marchand de sable qui ne vient jamais vous rendre visite. Des moutons à perte de vue, rien à faire. Vous passez vos nuits à attendre le sommeil. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Près de la moitié des Français disent mal dormir et 20% des adultes se plaignent d'insomnie. Et le problème, c'est qu'un sommeil perturbé n'est pas sans conséquences. Non, il peut entraîner pendant la journée une somnolence, des troubles de la vigilance, une irritabilité, voire même un état dépressif. Alors on va répondre à toutes vos questions et surtout voir quelles sont les solutions avec notre spécialiste. Mais d'abord, un rappel. La durée du sommeil est variable d'une personne à l'autre, mais en moyenne, c'est 7h30 par nuit. Nous avons une sorte d'horloge biologique qui est censée rythmer le sommeil, qui est réglée par différents signaux, comme le lever et le coucher du soleil. Et cette horloge se situe au niveau d'une glande du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, Michel. Et vous allez le voir sur une animation, tant qu'il fait jour, l'hypothalamus ordonne la libération de différents neurotransmetteurs qui nous maintiennent éveillés. Mais dès qu'il fait nuit, les signaux cessent et l'hypothalamus ordonne la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et cette mélatonine commence à être sécrétée vers 21h et s'arrête vers 7h30 du matin. Ça ne veut pas dire qu'on dort de 21h à 7h30, on va en reparler. Mais quand ce rythme circadien est perturbé, des troubles du sommeil peuvent survenir suite à un déséquilibre de ces neurotransmetteurs. Décalage horaire, anxiété, stress, douleur, maladie, il est important de déceler la cause de l'insomnie pour trouver la solution adaptée. On va en parler tout de suite avec nos invités. Pour répondre à vos questions, le docteur Sylvie Royon-Parola, qui est spécialiste des troubles du sommeil et présidente du réseau Morphée. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Jean-Yves Pire. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors, vos insomnies, elles ont commencé tôt. Vous aviez 25 ans et vous aviez une petite dépression. Voilà, c'est ça. Et donc, avant, vous dormiez parfaitement bien? Avant, j'avais un sommeil, oui, très serein, très calme. D'accord. Et donc, ces troubles du sommeil, c'était quoi? C'était problème d'endormissement, de réveil? C'était quoi? Les deux. Difficulté à s'endormir et plusieurs fois réveillé dans la nuit, quoi. Et dans la journée, du coup, vous étiez fatigué? Absolument, oui. Alors, il faut dire que vous aviez un métier qui vous obligeait à vous lever tôt, parce que sinon on ne reçoit pas le courrier. Oui, les premières années, exactement, oui. On se levait à 5h30 pour commencer le travail à 6h15, 6h30. Et vous vous couchiez à quelle heure? Et je me couchais vers 23h à l'époque. J'essayais. Et qu'est-ce qui se passait à partir de 23h alors? Quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de sommeil, j'avais des difficultés à m'endormir. C'est jusqu'à quelle heure par exemple? Ça pouvait être jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Et ce que vous faisiez, c'est que vous restiez au lit? À l'époque, oui. Je restais au lit, je lisais. Mais c'est pas pour ça que le docteur Royon-Parola va nous expliquer, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors au début, on vous a prescrit les tranquillisants? Oui, l'anxiolytique, oui. Ça a donné quelque chose? Ça a enlevé mes anxiétés parce que le problème, le manque de sommeil crée une anxiété. Puis la nuit on rumine. Un état dépressif et donc les anxiolytiques résolvaient un peu ce problème-là. Ouais. Vous avez essayé les somnifères? Plus tard, dans les années 85, 90, je pense. De toute façon, à partir du moment où ça a été déréglé, votre sommeil, il ne s'est pas rétabli. Non. D'accord. Et les somnifères, ça a donné quoi? Les somnifères, ça a aidé à m'endormir, mais c'était assez court. 5 heures, souvent, on était réveillés, quoi. On va continuer votre histoire. On va déjà répondre à quelques questions. Jean-Yves nous disait que le problème, c'était effectivement dans la journée cette fatigue. On nous demande si ces nuits d'insomnie peuvent également engendrer des pathologies. Alors, en fait, il y a des travaux récents qui commencent à montrer qu'être insomniaque avec un sommeil très fractionné va avoir des conséquences en particulier musculaires. Et on commence à voir apparaître effectivement une augmentation de la fréquence de l'hypertension et aussi également un lien avec le diabète. Donc il y a déjà des choses que l'on croyait beaucoup plus liées à des pathologies plus graves, enfin en tout cas ce qui était entendu comme plus grave qu'une insomnie. Eh bien on se rend compte que maintenant l'insomnie peut conduire à ces maladies. Sans compter qu'effectivement, il y a aussi un lien avec la dépression dont on ne sait pas trop s'il y a un lien de causalité ou un lien de conséquences. En tout cas, il y a des liens très très étroits. Donc il y a des pathologies graves, voire sévères, qui sont liées à l'insomnie et pour lesquelles le fait de traiter l'insomnie va réduire les conséquences graves de ces maladies. J'ai un sommeil très léger, le moindre petit bruit me réveille, puis-je lutter contre ça? Ça existe les sommeils? On a vraiment des sommeils très légers, des gens qui ont des sommeils lourds? Ah oui. Alors
je vous confirme. Oui. À part Marina, il y en a qui ont Très le léger, sommeil léger. très léger. Oui, il y a des gens ce qu'on appelle les bons dormeurs et les mauvais dormeurs, c'est vraiment une entité exacte avec un sommeil léger, un sommeil profond qui est moins profond, important, ouais. plus profond chez les gens qui dorment bien. Et on a pu montrer aussi quelque chose de très très particulier qui a toujours beaucoup intrigué, c'est que dans les stades de sommeil profond, il peut y avoir encore persistance de rythme alpha, qui est un rythme d'éveil. Et chez ces gens-là, pas chez tous, mais chez une bonne partie, on voit qu'en fait, il y a une moins bonne perception du sommeil. Donc il y a effectivement des différences en termes de qualité selon les gens. Et ça, c'est pas forcément des insomnies, même que si on a le sommeil léger, qu'on se réveille et qu'on se rendort aussi vite, on ne fait pas partie des insomniaques. Oui, d'accord, mais quand on perçoit, on a l'impression de surfer un peu sur la vague entre le sommeil et entre l'éveil, ça c'est pas très très agréable et les gens s'en plaignent de la même façon que s'ils se réveillent complètement. Et le bruit dont on parlait dans la question, pour réveiller, il doit survenir à un moment précis du sommeil, profond ou pas, ou sinon on ne se réveille pas. Ou quelle que soit la phase de sommeil, on se réveille. Il y a des expériences qui sont anciennes maintenant, qui ont été faites sur justement des stimuli extérieurs et en général auditifs pour réveiller les gens. Et on voit qu'il y a 2 stades de sommeil où c'est difficile de réveiller les dormeurs. C'est en sommeil paradoxal et en sommeil très profond. Ceci étant, il n'y a pas une égalité selon les gens. Il y a des gens qui répondent quand même en sommeil très profond et d'autres qui ne répondent pas. Et de même qu'en sommeil léger, vous allez avoir par exemple des gens qui vous disent qu'ils ne dorment pas alors qu'ils sont déjà en sommeil en stade 2. Et ces gens-là ont encore une audition qui est complètement... Il faut répondre à la question quand même. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne qui a un sommeil aussi léger que Marina? C'est tout le problème de... On peut dormir avec des bouchons, par exemple? Alors, si on est très sensible au bruit, le fait de mettre des bouchons d'oreille, si les bouchons d'oreille ne gênent pas, oui. Mais parfois, les gens ne supportent pas les bouchons d'oreille. Donc, il y a aussi d'essayer de jouer sur la qualité du sommeil, c'est-à-dire qu'il faut voir à ce moment-là avec la personne si elle ne passe pas en fait beaucoup de temps dans son lit avec un sommeil qui va essayer d'occuper un espace-temps qui va être trop long et du coup se déliter un peu tout au long de la nuit. Alors que le fait, par exemple, de se lever 1 heure plus tôt ou de se coucher 1 heure plus tard va faire que le sommeil sera plus condensé et elle sera moins sensible à ce moment-là au bruit extérieur. C'est aussi une technique. Philippe demande pourquoi il se réveille toutes les nuits à 5 heures sans pouvoir se rendormir. C'est épuisant, dit-il. Alors souvent, les réveils vers 5 heures du matin sont très liés soit au stress, et on voit à ce moment-là des gens qui sont dans des situations le plus souvent professionnelles où il y a effectivement une tension au niveau du travail. Dieu sait si en ce moment c'est plutôt assez chargé de ce côté-là, mais ça peut être aussi du fait de problèmes personnels. Et aussi, c'est des éléments qu'on voit aussi dans la dépression. Une période de stress d'ailleurs pouvant être suivie d'une dépression authentique après. Oui, alors ça veut dire que se réveiller une fois à 5 heures du matin, c'est pas très grave. Non, si c'est toutes les nuits ou presque, il faut faire attention. On va voir on va parler évidemment des petits moyens, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose. Que faire pour enfin trouver le sommeil? Notre équipe a suivi une insomniaque qui, en matière de petites astuces, fait preuve, vous allez voir, de beaucoup de créativité. C'est un reportage signé Céline Morel, Martin Vandenbosch et Eliane Lassibille. La nuit, il y a ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas. Isabelle fait partie de cette deuxième catégorie. Depuis longtemps, les nuits sont pour elle synonymes de longues heures d'attente. Alors, mes insomnies ont commencé à peu près après le bac, pendant mes études, où j'avais un studio et j'ai commencé à mal dormir, à me réveiller quasiment toutes les nuits à partir de 2 heures du matin jusqu'au tôt dans la matinée, vers 6 heures. Je pouvais pleurer tellement j'étais fatiguée et je ne comprenais pas comment je pouvais ne pas dormir avec un degré de fatigue aussi élevé. Alors, pour retrouver ses heures de sommeil perdues, Isabelle s'est mise à élaborer diverses stratégies. Des grignotages nocturnes pour recréer l'assoupissement d'après-repas. Aucun effet sur les insomnies. Des heures entières passées à zapper sur les programmes de la nuit pour fatiguer son esprit. Nouvel échec. Création d'un courant d'air dans la chambre pour refroidir son cerveau. Résultat, gros rhume, mais les insomnies, elles, sont toujours là. On peut se dire effectivement qu'on est tellement fatigué qu'il y a un soir où on va sombrer dans le sommeil et que ça va être bien, et en fait non, on arrive à avoir de l'énergie dans la journée tout en ayant quand même toujours des difficultés à dormir la nuit.
Quand les périodes d'insomnie sont vraiment installées et qu'elles sont plus longues que 2 semaines, je prends des somnifères. Alors effet placebo, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut vraiment un moment pour récupérer du sommeil parce que ça devient difficile physiquement. C'est d'une efficacité monstrueuse, je le prends et je m'endors et pour le coup, le réveil de 2 h du matin disparaît et donc même si je me réveille sur 5-6 heures, j'ai déjà fait quand même une bonne nuit bien réparatrice. Une pilule magique dont Isabelle connaît les risques de dépendance. Pour éviter ce phénomène, elle en prend donc le moins possible et cherche toujours de nouvelles petites astuces. Alors depuis 3 ans, j'ai trouvé une solution pour régler la température et un petit peu la sensibilité au bruit. J'ai un surmatelas qui en fait fait comme une clim dans l'intérieur du lit qui permet d'avoir pendant l'été assez frais et éventuellement pendant l'hiver de se réchauffer un petit peu. Donc ça, au moins je ne souffre plus de la chaleur, j'ai la température qu'il faut. Et puis le petit ronronnement permet aussi d'atténuer les bruits d'extérieur, de la rue qui pouvaient effectivement me réveiller au milieu de la nuit. Avant de me coucher, je fais un petit pchit au-dessus de l'oreiller avec des essences qui sont censées favoriser le sommeil pour un sommeil profond. Et à défaut des bras de Morphée, Isabelle s'endort désormais dans les bras d'un oreiller un peu insolite. Cet oreiller a une forme particulière qui me permet de pouvoir appliquer mon ventre dessus et pouvoir calmer l'anxiété. Paraît-il que le ventre a besoin de s'appuyer. Donc je ne suis pas complètement sur le ventre, mais je garde cet appui et ce soutien qui me calme. Fini les rediffusions nocturnes, le lait et le chocolat. Lorsqu'elle se réveille en pleine nuit, Isabelle ne se lève plus. J'essaye de ne pas ouvrir les yeux, de ne pas me lever pour ne pas enclencher la spirale du réveil. Et je reste calmement allongée en attendant que le sommeil revienne tout seul, en pensant à des choses calmes et apaisantes. Cette nuit-là, après notre départ, Isabelle a réussi à dormir 5 heures d'affilée. On va peut-être pas tourner tous les soirs non plus pour qu'elle dorme bien, mais bon. C'est une fausse caméra. Avant de parler des somnifères, les petits moyens, là, elle en a utilisé plusieurs. Qu'est-ce que vous recommandez en général à vos patients ? Alors déjà, il faut vraiment que les gens fassent un break le soir, une coupure avant d'aller se coucher et qu'ils s'accordent au moins une demi-heure, voire une heure pour faire autre chose et plus penser au travail et plus être branché sur les appareils super électroniques qu'on peut avoir avec les... Donc une heure de lecture tranquille. Voilà. Donc la lecture, c'est très bien. Mais ensuite, au niveau de la nuit, effectivement, si les gens ne s'endorment pas, il faut vraiment qu'ils se lèvent et qu'ils aillent faire autre chose. La télévision est une possibilité, pourquoi pas, mais c'est plutôt la lecture et la lecture de quelque chose qui est assez monotone. Parce que si on en branche sur une activité assez sténique, évidemment, on ne va pas se rendormir. La troisième chose qui est importante, c'est la température. On a vu que, effectivement, la température de la pièce est importante, mais ce qui est encore plus vrai dans les éveils en cours de nuit, quand on se réveille la nuit, on a chaud. Et il faut vraiment nécessairement rétablir une température fraîche dans le lit, ce qui n'est pas évident, pour arriver à se rendormir. Donc un des éléments qui est tout simple, c'est que quand on se lève, il faut bien ouvrir les draps pour que au moins ça s'aère et ça se rafraîchisse. Alors sauf si on est en plein été avec 40 degrés, ce qui ne nous est pas promis cette année, donc tout va bien, on doit pouvoir se rendormir. Et le fait de ressentir la fraîcheur, on ne se rendormira que quand la température reberce. Justement, il y a des choses qui vont vous plaire. Là, après des mois de grandes difficultés pour m'endormir, j'ai trouvé ma solution miracle, une bonne douche bien chaude. Agnès, tout ce qu'il ne faut pas faire. L'important, c'est qu'elle dorme. Lorsque j'ai du mal à dormir, j'écoute des sons de la nature, bruit de la pluie sur mon ordinateur. Après quelques minutes, je m'endors comme un bébé. L'ordinateur est pourri, mais c'est bon. Voilà. Jean-Yves, maintenant vous adoptez quoi? La solution de vous lever la nuit quand vous vous réveillez? Absolument, je suis tout à fait les conseils du docteur. Avant, je restais au lit, je lisais au lit. J'adore lire et ça m'aidait à m'endormir. Mais rester au lit, c'est pas une bonne chose. En rumine, absolument. Donc là, vous levez, vous allez lire. Donc là, je me lève, je vais dans le salon et je lis. D'accord. Et dès que je sens que le sommeil vient, je me plonge. D'accord. Et vous mangez pas, vous, la nuit vous... Ah non. Parce que vous avez souvent, dans ces émissions, dit qu'il fallait pas... que le lit, c'est fait pour dormir, mais pas pour chercher le sommeil, en gros. Qu'il faut que dès qu'on est, on n'a pas envie de dormir, il faut se lever et fuir pour les insomniaques. Oui, pour les insomniaques. Voilà.
En fait, si vous voulez, il y a la restriction. Non, il faut s'endormir debout, mais près du lit. Comme ça, vous tombez, mais dessus. La restriction du temps passé au lit est vraiment très importante parce qu'en fait, un bon dormeur, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche, il s'endort, il se réveille et il se lève. C'est-à-dire que son temps, son efficacité de sommeil, qui correspond en fait au temps où il dort sur le temps de sommeil, est strictement identique. L'insomniaque, qui peut passer 10 heures dans son lit et dire de dormir que 5 heures. Donc il va falloir vraiment refaire coïncider les périodes pour que le cerveau réintègre le fait que il dort quand la personne est au lit et pas quand elle est au lit et qu'elle fait autre chose. Si la personne, on voit de plus en plus de gens qui sont sur ordinateur, sur tablette au lit en train de regarder en replay des choses, excite le cerveau. Répondre à leur mail, etc. À la fin, le cerveau ne sait plus du tout si quand on se couche c'est pour dormir ou si c'est pour faire plein d'activités certes intéressantes mais qui vont plus du tout associer le sommeil au lit. Alors une autre activité, on nous demande si ont-ils pensé, je pense qu'il s'agit de vous, au sexe pour soigner l'insomnie. En même temps, compagnon ou la compagne, peut-être qu'ils dorment, eux. Enfin, vous, en tant que praticien. Oui. Oui. Bah, c'est bien, mais... justement, le faut deux lit, ça doit insomniaques. être vraiment, voilà, éventuellement, ça doit être réservé au lit, au sommeil et au câlin, clairement. Maintenant, si le sexe est plus souvent apporté comme calmant et comme, disons, initiateur du sommeil par les hommes que par les femmes, c'est plus rarement décrit de cette façon-là par les femmes. Et là, juste avant de venir, il y avait un de mes patients qui me disait qu'il ne pouvait s'endormir qu'après un orgasme. Donc, nécessairement, c'est aussi, ça fait presque partie des rituels. Après, il n'y a pas de loi absolue dans ce cas-là. Vous pouvez avoir des rapports sexuels qui sont très satisfaisants et qui vont faire qu'après, il y a une tension qui s'évacue et on s'endort plus facilement. Et il peut y avoir des rapports pas satisfaisants et au contraire être On peut s'endormir pendant. Ça, c'est les narcoleptiques. Quand c'est vraiment pas satisfaisant du tout. Non, c'est les narcoleptiques s'endorment pendant la mort. oui. Mais il n'y a pas que, hein. Ça peut arriver. L'activité sténique, vous parliez tout à l'heure, c'est ça? Non, vous avez dit ça? Oui. C'est-à-dire des activités qui Quelqu'un qui est stimulantes. sur un ordinateur en train de chatter, c'est très éveillant. Hein. Ou de lire un roman policier dont on va absorber avec l'intrigue, c'est pas possible, ça. Non, c'est pas la bonne solution. On en a d'autres, on vous le conseillera. Pour parler des somnifères, vous en avez pris combien de temps? J'ai dû en prendre une bonne vingtaine d'années, je pense. Les somnifères, peut-être 15 ans. Oui. Ouais. 15 ans, je pense. Vous avez eu du mal à arrêter? J'ai eu beaucoup de mal, oui. Et vous allez dormir au moins? Même si j'en prenais pas beaucoup, j'en prenais qu'un quart, mais... Et tous les soirs, hein. Un demi et après un quart. Parce qu'après, mon docteur ne voulait plus m'en donner, donc j'ai diminué petit à petit. Ouais. Et... Mais il vous aidaient à dormir au moins, les somnifères? J'avais cette impression, oui. Mais... On Là, comme j'ai arrêté, ça fait 5 mois, je dors pas plus mal. Pas mieux, mais pas plus mal. Donc en fait, je m'aperçois que c'était pas... Joseph demande si c'est dangereux d'en prendre toutes les nuits des somnifères. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas la bonne solution dans l'insomnie chronique. Hein. Comme vous le disiez, effectivement, à la fin, l'état qui est obtenu est un état un peu intermédiaire, pas réellement satisfaisant. Donc ce n'est plus la bonne solution quand on le prend tout le temps. En revanche, quand on le prend occasionnellement, il a souvent un effet vraiment très marqué. C'est ce que disait d'ailleurs la dame dans le reportage. Quand elle le prend, elle dort très bien. Mais si c'est une fois ou 2 fois par semaine, si c'est plus, il perd son effet. Alors après, est-ce qu'il y a des conséquences plus graves à long terme de la prise de somnifères? Vous savez qu'il y a un débat par rapport à ça. Est-ce que ça peut éventuellement provoquer des maladies, dont éventuellement être le lit de l'Alzheimer? C'est pas si évident que ça. Il y a peut-être plus un lien en termes de causes communes, disons, pour laquelle on va prendre des somnifères au départ, qui va faire que les gens qui sont peut-être plus anxieux, plus fragiles, plus sensibles vont faire plus d'Alzheimer après. En tout cas, on n'a qu'un lien statistique et pas un lien de causalité. En cas d'insomnie, on vous l'a dit, il est inutile de s'énerver. Il faut au contraire se détendre, respirer. Une technique loin d'être facile à maîtriser. Céline Morel et Arnaud Jacques ont suivi une séance de relaxation chez un spécialiste des troubles du sommeil. Un poste à responsabilité, de fréquents voyages d'affaires avec des décalages horaires importants, Philippe a peu à peu perdu le sommeil. On se sent toujours énervé, même si on prend l'habitude de se relever en se disant ça va passer, on va faire autre chose, ou lire un livre, etc. Puis ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et à un moment, vous êtes fatigué, quoi. Donc dans la journée, vous avez
Voilà, vous dites là, je vais avoir un coup de pompe, je vais m'endormir. Il y a quelques années, Philippe a suivi une dizaine de séances de relaxation. Bonjour. Grâce à elle, son sommeil s'est nettement amélioré, mais il ressent encore parfois la nécessité d'être aidé. Voilà, j'ai de nouveau un peu de mal à me rendormir. Bon. J'ai commencé à refaire les exercices. Oui. Mais je pense que ce serait bien que vous me réexpliquiez ça bien. Je vois sur votre journée de sommeil, vous avez passé une nuit difficile, là, du dimanche à lundi. Vous êtes endormi à 4h30 du matin. L'analyse de cet agenda du sommeil et une petite discussion vont permettre à la thérapeute d'adapter la séance aux besoins de son patient. Vous allez fermer les yeux. Vous allez porter votre attention sur votre respiration abdominale. Le but de ce premier exercice est tout simplement de modifier le rythme respiratoire puis cardiaque. Et les deux vont beaucoup se calmer. Au moment de l'insomnie, le patient va, par la volonté extrême de vouloir trouver le sommeil, en fait, réactiver ses mécanismes d'éveil. Donc il faut qu'il arrive à se poser, il faut qu'il arrive à se placer confortablement et à maîtriser déjà son rythme respiratoire. Vous allez inspirer, bloquer votre respiration, puis décoller vos deux bras légèrement de la table. Après avoir réussi à maîtriser son souffle, Philippe va maintenant devoir contracter différents muscles. Puis tendre vos jambes sur le coussin, écraser à fond, vraiment vous y mettez le maximum d'énergie, remontez les pointes de pied. Il y a pas mal de personnes qui vont être obligées de déjà bien sentir la différence entre ce qui est la contraction et la décontraction. Parce que pour eux, si on leur dit « soyez décontractés », c'est justement ce qu'ils n'arrivent pas du tout à faire le soir, donc ça ne veut rien dire. Donc on va leur montrer ce qu'est le relâchement. Qui là, ce relâchement étant toujours un peu la clé d'accès à l'endormissement ou au réendormissement la nuit, en tout cas un sommeil récupérateur. Vous observez toute votre colonne vertébrale comme un grand ruban qui se déroule. En se concentrant uniquement sur les sensations de son corps, Philippe parvient peu à peu à oublier les tracas du quotidien. Vous restez concentré. J'ai l'impression que je suis mieux reposé le matin, que j'ai mieux dormi. À part une nuit de temps en temps qui est un peu catastrophique, mais qui est souvent liée à des événements spécifiques. Une dizaine de séances sont nécessaires pour maîtriser ces techniques de relaxation. Et le plus souvent, les patients constatent une amélioration de leur sommeil. Toutes les tensions de vos jambes. Sachez quand même qu'il faut compter environ 50 € la séance. Aujourd'hui, vous dormez comment? Mieux? Mieux, un peu mieux. Je suis moins anxieux, donc le sommeil est un peu plus serein. Ouais. Donc vous appliquez tout ce qu'on vous a bien expliqué. Absolument. Le fait d'être à la retraite, vous pensez que ça vous a aidé ou pas? Ah bah, ça fait 9 ans que je suis à la retraite, j'ai cette chance d'être à la retraite. Mais oui, les conseils qu'on nous avait donnés, c'était toujours se lever à la même heure. Ouais. Moi, j'avais tendance avant, si j'avais une mauvaise nuit, à prolonger, dormir, être réveillé sans arrêt et sans dormir. C'était très mauvais, quoi, en fait, parce que c'était un mauvais sommeil. Il y a des gens qui ont l'impression de ne pas suffisamment dormir et qui en même temps ne sont pas fatigués parce qu'ils ont besoin de peu de sommeil. Il y a des gens qui viennent vous voir comme ça parce qu'ils dorment 3 heures par nuit alors qu'ils n'ont pas besoin de plus. C'est pas 3 heures, 3 heures, mais non, qui mais dorment 5 heures. 4 heures, oui, 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 c'est vrai. Et qui ont besoin en réalité que de ça. Mais ils sont désignés par l'entourage souvent comme des insomniaques en disant écoute, c'est pas normal, tu dors pas. D'ailleurs, avec tout ce qu'on dit sur le sommeil, tu vas sûrement faire un infarctus ou je ne sais quoi. Donc l'autre, il a peur, il vient consulter. Alors qu'en fait, quand on l'interroge, c'est quelque chose qui est vrai depuis très longtemps. Enfin, pratiquement depuis l'enfance. À l'adolescence, il a dormi un peu plus en général. Et après, ils se remettent à dormir très peu. Depuis 20 ans, je ne peux dormir qu'avec un antihistaminique, un demi-comprimé, c'est le médicament contre l'allergie, délivré sans ordonnance. Mon pharmacien dit que je suis dépendante. Est-ce vrai? Oui, il y a des récepteurs aux récepteurs anti-H1, donc il peut y avoir une accoutumance au bout d'un certain temps. Enfin, un demi-comprimé d'antihistaminique. Mais ça peut s'arrêter rapidement. Oui. Hein. Oui. La prise de mélatonine peut-elle aider dans le cas d'insomnie par réveil précoce? Non. Parce que la mélatonine a pour effet, en fait, plutôt d'avancer les l'endormissement. Donc ça va plutôt accentuer, en général, les problèmes de réveil précoce. Et ça agit beaucoup plus si le sommeil est fractionné en plusieurs morceaux, comme on voit par exemple chez les personnes âgées, ou bien si on a ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire que les gens s'endorment tard et se réveillent tard. Est-ce qu'il y a des plantes pour lutter contre les insomnies? La seule qui ait montré une efficacité vraiment authentique, c'est la valériane. Le reste...
c'est pas nécessairement efficace. Et je voudrais attirer l'attention du fait de donner des plantes, par exemple, aux enfants pour dormir. Ça peut être quand même une façon de les habituer à prendre quelque chose pour dormir et donc à être un réel problème après. Merci beaucoup. On va continuer parce qu'on a beaucoup de questions. Oui, on va continuer avec un chat avec notre invité, également le docteur Frédéric Auxerre, spécialiste du sommeil, et Brigitte Garric-Métois, qui est kiné spécialisée. Pour répondre à toutes vos questions pendant 1 heure, vous allez sur le site allodocteur.fr. Merci à tous les deux. Demain dans Merci le docteur. Jean-Marc Ayrault d'être venu. On vous l'a jamais dit, hein? Non. Non. Demain dans le docteur, on répondra à toutes vos questions sur l'orthodontie, donc les appareils dentaires chez les adultes. Et puis, un petit rappel concernant notre ami Nordine Attab. Tout à fait. Nordine tourne des chroniques pour cet été. Ça se passe en plein air mercredi. Demain. Ça. Ouais. Me coupez plus jamais la parole. C'est bien. Ça se passe donc demain, en plein air, disais-je, en région parisienne, et vous pouvez vous inscrire pour aller voir, et peut-être même, qui sait, toucher Nordine Attab demain après-midi, donc en région parisienne, comme je vous l'ai dit. Vous allez sur allodocteur.fr et vous allez, je crois, sur nous contacter, et puis vous avez tout un tas de trucs, vous verrez, on vous donnera l'adresse pour le rendez-vous de demain. Il va faire beau, allez-y. Passez une très bonne fin d'après-midi et on se retrouve Demain. mercredi. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France5.fr.